Bienvenue tout le monde à ce direct avec la lumineuse Marie-Josée Legris, qui est une précieuse amie à moi. Alors, bienvenue Marie-Josée. Merci, mon Dieu, c'est un honneur d'être là avec toi ce midi, vraiment. Écoute, aujourd'hui, nous aborderons ensemble le pardon pour davantage de paix. D'abord, Marie-Josée, c'est toi qui m'a donné cette idée-là d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet qui est si sensible et important et qui fait suite au défi de l'autocompassion, hein? Parce que ça prend de la bienveillance et de l'autocompassion pour pratiquer le pardon. Alors, merci Marie-Josée d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi d'avoir créé, entre autres, ceux qui ne l'ont pas encore écouté, là, ils peuvent encore y avoir accès au défi autocompassion, Céline, Oui, ou pas? on va mettre un lien dans les commentaires pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, mais je suggère qu'on commence par le défi autocompassion avant de passer aux sessions du pardon, parce que le pardon, c'est un peu plus difficile. Hein? Marie-Josée, j'aimerais ça parler de toi un petit peu parce que, probablement, tu es une leader inspirante, une entrepreneure à succès qui a vendu sur l'entreprise et depuis aujourd'hui, tu consacres ton temps à l'accompagnement en fin de vie. Après plus de 2000 heures de bénévolat en maison de soins palliatifs et une formation de Tana Doula, tantôt je vais te demander qu'est-ce que c'est une Tana Doula, qu'est-ce que ça mange, et tu as, comme une bonne entrepreneur comme tu as fondé Colibri, qui est qui accompagne justement les gens en fin de vie. Alors, depuis 2015 déjà, tu es un ange mis sur la route des personnes qui sont en fin de vie et leurs proches aussi. Tu sais, le fil conducteur de ton parcours, Marie-Josée, est la présence d'une histoire d'amour avec les humains qui t'entourent. On se sent aimé quand on est près de toi, Marie-Josée. T'es fine. Alors, écoute, la première question, c'est: peux-tu nous dire qu'est-ce qui est une Tana Doula? En fait, c'est un nouveau métier. C'est pas un nouveau métier, mais je dirais qu'ici au Québec, ça commence un petit peu à s'implanter. Donc, c'est normal qu'on sache pas trop à quoi ça sert. Mais je dirais, pour simplifier un peu la chose, c'est qu'une Tana Doula, c'est là pour prendre soin justement des gens en fin de vie, des proches, pour les prendre par la main puis les accompagner à aborder des sujets qui sont difficiles. Parler de la mort, c'est pas facile. Parler de la fin de vie, c'est pas facile. Parler justement du pardon. Je te trouve courageuse d'aborder le pardon parce que les gens en fin de vie ont souvent des petits jardins secrets, les proches ont souvent des jardins secrets. Donc, la Tana Doula est là, entre autres, pour favoriser les dialogues. On est là aussi pour des affaires bien concrètes comme s'assurer que tous les papiers sont corrects, s'assurer que les documents sont à jour. On est là pour répondre aux questions sur tout le processus du mourir. On est là pour préparer aussi des gens par rapport à l'aide médicale à mourir. Bref, c'est un métier qui tourne évidemment autour de l'accompagnement. Puis être là autant pour ceux qui sont en fin de vie que pour les proches. Je nous vois un peu comme des chefs d'orchestre ou des coordonnateurs qui sont là pour aller trouver les ressources, aller trouver des réponses à leurs questions. Des fois, c'est nous qui les avons. Des fois, c'est pas nous qui les avons. Fait qu'on est là pour trouver qui va pouvoir les accompagner puis répondre à leurs questions. Donc, le but ultime, c'est vraiment d'apporter de la sérénité, de la douceur à ces humains-là qui s'apprêtent à nous quitter. Fait que c'est vraiment ça, le rôle d'une Tana Doula. Alors, voilà. Wow! Mais effectivement, hein, souvent, il y a des non-dits, des rancœurs, des regrets, des remords qui nous habitent et ça peut alourdir notre fin de vie. Puis de se faire accompagner par une Tana Doula comme toi, par exemple, ça peut aider au lâcher-prise requis pour cette ultime étape, puis d'être plus sereine, de partir d'une façon plus sereine, hein? Ouais. En fait, je suis pas toute seule à faire ça. Tu sais, il peut y avoir aussi des conseillers spirituels, il peut y avoir des travailleurs sociaux, les infirmières, l'équipe infirmière, tout le monde peut arriver à faire ça. C'est juste que nous, notre rôle, c'est vraiment d'aborder justement les sujets qui sont un peu plus difficiles, d'aborder la mort de front, de parler de
sujets-là qui souvent paralysent la parole parce qu'on n'est pas à l'aise avec ces sujets-là. Puis quand on a parlé en fait du pardon, ben je trouve que ce sujet-là en est un justement qui fait en sorte que souvent les gens osent pas trop en parler. Puis avant que la caméra s'ouvre, je trouve que tu as dit quelque chose de tellement important. Tu dis que des fois, sont enfouis à l'intérieur de nous, puis on s'en rend même pas compte. C'est ça que tu disais, hein, Oui, Céline? oui, oui. Souvent le pardon. En fait, il nous arrive quelque chose et puis on enfouit notre douleur, notre colère, notre rancœur tellement profond parce que souvent on prend pas le temps de vivre cette douleur-là. On le raisonne, on l'enfouit, puis ça nous mine, mais ça nous mine de façon silencieuse. Mais toi, tu as dit quelque chose d'hyper important aussi, c'est que rendu en fin de Mm. vie, on n'est plus capable de l'enfouir. Ouais, ouais. En fait, ce que je vois, c'est que justement, quand on arrive justement à la toute fin, quand les jours où il en reste moins qu'il en restait, il y a comme une espèce d'urgence de se libérer de ça. Pas tous les humains. Il y en a pour qui, dans le fond, ils font le choix de garder ça. Puis d'ailleurs, tu les vois. Il y a des gens qui meurent avec, je dirais, une certaine lourdeur, une certaine tristesse. Puis c'est probablement des choix, dans le fond, qui font de ne pas partager ce qui les habite. Alors qu'il y en a d'autres qui se disent, hey, attends une minute, là, il me reste pas grand temps. J'aimerais donc ça partir de façon plus sereine, plus lumineuse. Et là, ben, c'est l'occasion pour eux d'aller revisiter qu'est-ce qui traîne à l'intérieur de soi? Tu as parlé tantôt des remords, des regrets, des rancunes. Moi, j'appelle ça le sac à dos, dans le fond, de faire le tour de qu'est-ce qui traîne. Puis des fois, justement, à cause du phénomène de la fin de vie, ça fait que je rentre plus facilement en contact avec qu'est-ce qui est présent. Parce que dans le fond, c'est là depuis toujours, mais le fait que la vie, elle va vite, le fait que notre quotidien, il se passe plein de trucs qui nous divertit, on n'est pas tellement en contact avec ça, alors que là, quand on arrive en fin de vie, c'est comme si on a comme une urgence de vider ce qui reste. Alors, ça, je le vois chez certaines personnes, cette urgence-là. C'est comme tu dis, plus le sac à dos est léger, plus les gens partent sereinement, hein? En général, je dirais que oui. Les gens que ce sac à dos-là, donc que les pardons ont été donnés, il y a quelque chose, une espèce de sérénité, puis ils te le disent même, moi, je suis prête. J'en avais une dame la semaine dernière, là, 80 quelques années, puis elle est totalement sac à dos et vide, vide, vide. Elle a dit ses au revoir, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle est allée chercher ce qu'elle avait besoin d'aller chercher aussi, puis elle se sent totalement prête à accueillir sa fin de vie. Puis ça, moi, quand je vois ça, ça m'inspire. Puis ça me donne justement les recettes, les trucs pour. Fait que tous ces gens-là, tu sais, fait que autant je vois ceux qui partent comme cette dame-là avec sérénité, je vois son chemin, comment elle s'y prend, puis je vois que dans son sac à dos, il n'y a pas grand-chose. Autant je vois aussi l'opposé de quelqu'un qui est tout seul, dans le fond, enfermé, avec peu de visites, pas grand monde. Puis, ben, je me rends compte qu'il y a bien du stock qui traîne là-dedans. Puis, hein, dans le fond, chacun y va à son rythme. Oui. En fait, l'idée, c'est de pas attendre en fin de vie, c'est de se dépouiller de son sac à dos au fur et à mesure. Exactement. Puis l'autre chose que je vois aussi très souvent, puis je fais un lien avec ce que tu as parlé en début, Céline, c'est l'autocompassion, parce que c'est ça qui nous a amené à faire le live qu'on fait aujourd'hui. C'est que Ouais. je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pardons à accorder à des gens, mais je vois aussi beaucoup, beaucoup de gens que la première personne à qui on a accordé un pardon, c'est à eux-mêmes. J'ai des gens, là, j'ai été marquée par une femme, là, écoute, à ses derniers moments, là, elle avait un secret qui pourrait lui peser tellement lourd sur le cœur. Puis, c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à se pardonner, qu'elle avait fait il y a 50 ans. Puis le fait de pouvoir le partager à quelqu'un, de pouvoir être entendu, puis le fait aussi, pour elle, elle associait aussi quelque chose de sa maladie au fait qu'elle avait fait cet acte-là il y a 50 ans. Elle pensait que c'était comme une espèce de punition qu'elle se trouvait à avoir. Donc, il y a eu tous des dialogues qu'on a eu à faire, puis je pense, en tout cas, je pense qu'elle a réussi à se pardonner, mais peut-être pas totalement, mais c'est parce qu'il était comme minuit moins une, là. Tu sais, on était comme à quelques heures de sa fin de vie. Fait que se pardonner à soi, ça, je le vois aussi très fréquemment. On est très, très, très exigeant envers nous-mêmes. Puis on dirait que
quand la fin approche, pour certains, c'est comme une occasion de revisiter, dans le fond, toute notre vie, de revisiter nos gestes, de revisiter les choix qu'on a faits. Puis il y en a pour qui, ben, ils ne se pardonnent pas d'avoir commis certains gestes. Fait que c'est pour ça que le pardon est tellement important. Puis c'est pour ça que je trouve merveilleux que tu abordes ce thème-là. Mais le pardon de soi, c'est celui qui est le plus difficile, hein, parce que derrière le pardon, derrière ça, derrière se pardonner soi, il y a des, des émotions comme la honte, qui Hum. est une des émotions qui est la plus La difficile, culpabilité la aussi, oui. culpabilité, etc. Alors, puis tout le monde le sait, on est tellement dur envers soi-même, on a une autocritique qui est tellement fort que effectivement, l'autocompassion, la bienveillance envers soi, c'est primordial. Je crois vraiment que la, la, une des seules façons, ben pas la seule, mais une façon qui est très importante de se réaliser, de s'épanouir, c'est de pratiquer l'autocompassion. On peut pas y arriver si on le fait pas. Il y a tellement de croyances sur la culpabilité. On se dit, ben, si je me pardonne, je m'améliorerai pas. Si je mérite pas d'être pardonnée, tu sais, il y a tellement de croyances qui a été aussi avec la religion catholique, par exemple, où le pardon, c'est quelque chose qui est assez... tu sais, on est comme des pécheurs, là. Ouais, ouais. Alors, il y a un enfer qui existe malgré que Dieu peut pardonner tout. Hum. Mais ce qui veut dire que derrière le pardon, il y a tellement de préjugés, de croyances, de conditionnements, de d'émotions négatives que c'est un sujet qui est très difficile. Ouais. Ouais, puis je pense que c'est un chemin aussi. Tu sais, je pense pas que le pardon, c'est quelque chose qu'on peut faire sur commande. Je pense qu'il faut aussi respecter le rythme de chacun. Puis il y en a pour qui associe le pardon à pardonner le geste, à oublier le geste qui a été fait. Alors que le pardon, ben, ça peut être de ne pas oublier le geste, de ne pas pardonner le geste, mais de pardonner à la personne d'avoir commis ce geste-là. Donc, mais ça prend un certain temps. Tu sais, c'est pour ça que des fois, il faut aussi que, comme personne qui accompagne les gens en fin de vie, quand je les accompagne, j'aimerais bien ça qu'ils se libèrent totalement, dans le fond, de ce qui les habite. Mais des fois, il faut que j'accepte que c'est possible que ça ne soit pas leur chemin à eux. C'est possible que ben, pour eux, dans le fond, c'est trop à ce moment-ci de pardonner, puis c'est correct aussi. Tu sais, mais c'est Ouais. juste que ça nous apprend, comme tu le disais tantôt, attendons pas. Parce que j'ai vu des scènes assez déchirantes, entre autres, une que j'ai goût de te partager, une dame qui n'avait pas parlé à son enfant depuis, je pense, une dizaine d'années. Donc, pendant 10 ans, dans le fond, elle a été tenue loin de son enfant et de ses petits-enfants par ricochet, évidemment. Puis, à la toute fin, dans le fond, elle était en maison de soins palliatifs. Puis, à la toute fin, il y a eu des souhaits de son garçon de reprendre contact avec elle. Elle ne voulait pas. Puis finalement, son garçon s'est pointé. Puis, il y a eu tout un discernement qui a été fait avec l'équipe médicale, les travailleurs sociaux, et finalement de revalider auprès de cette maman-là, est-ce que c'est toujours ton choix de ne pas voir ton garçon? Et à la toute fin, elle a décidé qu'elle voulait le voir. Puis là, on a assisté à une des scènes de retrouvailles les plus émouvantes au monde. Puis tu vois cette femme-là qui prend son garçon dans ses bras, tu vois son garçon qui est dans les bras de sa maman, puis tu te dis, c'est ça qu'à l'intérieur de toi, tu te dis, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Ouais. Pourquoi, dans le fond, puis, mais c'était son chemin à elle. Mais c'est sûr que quand tu vois ça, tu te dis, hey, c'est fou, dans le fond, que pendant des années, on fait le choix des fois de ne pas pardonner à quelqu'un, on se retrouve en fin de vie, et là, on est capable de le faire. Fait que je me dis, ben, c'est ça il faut arriver à faire. Oui. Ouais, c'est ça, de trouver les ressources à l'intérieur de nous pour arriver à le faire parce que cette dame-là, dans le fond, ça l'a habité, cette colère-là, cette haine-là l'a habité quand même pendant 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'humains qui ont souffert, son Ouais. fils aussi. Donc, c'est beaucoup de souffrance pour, dans le fond, des fois, des petits gestes. Évidemment, des fois, c'est des grosses choses, puis
je dis pas sans jugement, mais des fois, là, souvent, c'est des petites chicanes, là. Des fois, c'est même pas des grosses affaires à pardonner. Des fois, c'est des petites affaires, mais même sur les petites affaires, on aime mieux garder notre point. Fait que c'est complexe, en Ouais, fait. C'est garder pas notre simple. position, hein. On a des opinions, Ouais. on a des positions, on a des principes parfois, Oui. Oui. etc. Mais tu as raison, Marie-Josée, la pratique du pardon, il y a un processus. Il y a un processus en 5 étapes qu'on va élaborer pendant la série de 8 rencontres sur le pardon pour vivre de façon plus paisible. Mais effectivement, puis si on saute une étape, ça marche pas non plus. Tu sais? Alors la première étape, c'est vraiment de s'ouvrir à la douleur que qu'on ressent de cette situation-là. Et ça, c'est pas facile. Puis la douleur, la tristesse, se donner cet espace-là. Il y a une Tellement. deuxième étape qui est l'autocompassion, être bienveillant envers soi, dire, tu sais, puis vous le savez, avec le défi autocompassion, on a appris qu'il y avait la pleine conscience, il y avait l'humanité commune. On n'est pas les seuls à vivre quelque chose comme ça. On est humain, on n'est pas parfait. Les autres ne sont pas parfaits non plus. Alors ensuite, il y a comme cette sagesse-là, la sagesse de dire, ben, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là, mais ça veut pas dire que c'est figé. Il y a toute l'impermanence, hein, on parle il y a rien qui est figé, il y a rien qui est, tout bouge, tout se transforme. Alors, il y a cette sagesse-là, ce discernement-là à avoir. Il y a aussi, il faut avoir l'intention de pardonner. Cette madame-là dont tu parles, à la fin, à la toute fin, elle a eu l'intention de le voir, son fils, de pardonner. Et puis, l'autre chose qui est importante, puis je pense que tu en as parlé, c'est le devoir de protection. C'est pas parce qu'on pardonne le geste de quelqu'un qui nous a fait du tort, par exemple, qu'on doit continuer notre relation avec cette personne-là ou on a ce devoir-là de se protéger nous-mêmes. Mais j'aime ça ce que tu apportes parce que dans le fond, des fois dans mes accompagnements, j'ai des gens qui ont soit des pardons à accorder ou des pardons à recevoir de personnes qui ne sont pas à la même place qu'eux. Soit parce qu'ils n'ont pas cette intention-là, soit parce qu'ils sont décédés. Des fois, c'est des gens qui ne sont plus dans ta vie. Fait qu'il faut trouver une façon, dans le fond, d'arriver à recevoir et donner ce pardon-là sans que la personne soit nécessairement devant soi. Puis que, oui, c'est ça. Exactement, exactement. Ils sont pas obligés d'être là, puis Non, c'est vrai. non. Mais souvent, on pardonne à quelqu'un qui est déjà plus là, hein? Oui, ça arrive. Puis moi, c'est pour ça que je fais des rituels avec eux dans ça là. Puis j'aime beaucoup les étapes que tu parlais tantôt, dans le fond, là, dans ce que tu vas aborder dans ton défi là, au niveau du pardon. Mais la première étape, c'est vraiment de ressentir justement la peine, le chagrin. Ça Oui, commence par là. Fait oui, que souvent, je les invite à écrire une lettre, justement, qui ne vont pas évidemment nécessairement adresser, mais qui prennent le temps, dans le fond, de nommer, d'écrire qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, puis qu'est-ce qu'ils ressentent encore aujourd'hui face à l'événement. Dans le fond, de revenir sur les faits et de pouvoir mettre des mots, des émotions, des sentiments que ça leur a fait vivre. Fait que des fois, juste de laisser cet espace-là, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, comme tu disais tantôt, souvent, c'est des choses qu'ils ont vécues à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas eu d'espace pour le partager. Et ce que je vois, c'est que très souvent, juste ce geste-là, de prendre le temps de l'écrire, de le verbaliser, de le ressentir à l'intérieur de soi, souvent, là, ça fait un bon bout du travail. Honnêtement, là, ça contribue. Puis il y en a quelques-uns un homme, entre autres, qui avait un conflit avec son frère, puis il a décidé de l'appeler. Ben, il a commencé par faire la lettre. Puis après ça, ben, il dit, on dirait que j'ai besoin d'aller plus loin. Donc, il a décidé d'appeler, de le faire le coup de téléphone. Sauf que son frère n'était pas justement à la même place que lui. Lui, il était encore dans sa position, puis il voulait rester de toute évidence à ce moment-là. Mais il a quand même réussi à y exprimer, dans le fond,
ce que ça lui a fait vivre, puis de lui dire, ben moi, je te pardonne, mon frère, tu sais, je te donne mon pardon. Et après ça, c'est sorti complètement. Il m'en parlait plus de cet événement-là. Pour lui, il avait fait le bout de chemin qu'il avait à faire. Il a reçu quelques mois plus tard son aide médicale à mourir. Puis, ben, il n'a pas eu le pardon de son frère, mais lui, en tout cas, c'est sur lui que ça a eu l'impact. C'est ça, je pense que tu Ben, t'expliques, hein, dans tes étapes, c'est ça. exactement, mais de toute façon, pour qui on pardonne? On pardonne pour soi. Mm. Vraiment, on pardonne pour se libérer, pour s'apaiser. On pardonne pas pour donner un break à l'autre, là. Tu sais, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment, on pardonne pour soi. Mm. Et, 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 et c'est pour ça que c'est si important. Oui, effectivement. Mais tant mieux si ça peut permettre de faire du bien à l'autre aussi. Tu sais, dans le fond, dans un Ben monde oui, idéal, c'est que ça contribue à soi, mais que ça contribue à l'autre. Mais des fois, il faut accepter qu'il est possible que ça n'ait pas d'impact sur l'autre. En tout cas, pas à court terme. Ça peut prendre un certain temps, peut y avoir un délai, mais c'est ça. Parce que comme tu le dis, la première personne à qui ça nuit, quand on entretient du ressentiment, de la colère, on nuit juste à nous-mêmes. Ça a juste de l'impact sur nous. L'autre n'est même pas conscient de tout ce qu'on entretient comme émotion envers elle. C'est juste nous. Ça nous nuit à nous. ben exactement. Tu sais, il y a une histoire. Tu sais, tu peux avoir, je sais pas moi, un couple qui t'a fait du mal, qui sont en vacances à Hawaï. Ils ont du très beau temps, puis toi, tu es chez vous, puis tu dis, ah, je les déteste, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est qui souffre? C'est Ouais, c'est toi. nous. C'est pas ceux Hum, qui sont, tu sais. Alors oui, hum, effectivement. Puis il y a aussi le fait que on tout le monde a fait quelque chose où on a fait de la peine à quelqu'un, parfois même sans le vouloir, sans en être conscient. Alors, hum, ça fait partie de la vie. Il y a hum. George Washington Carver qui dit que le chemin que vous allez parcourir dans la vie dépend de votre tendresse pour les jeunes, de votre Wow. compassion pour les personnes âgées, de votre sympathie pour ceux qui luttent, de votre intolérance ou pas pour ceux qui sont faibles ou les forts, parce qu'un jour dans la vie, vous aurez été tout cela. Hum. Hein? Tellement, tellement. Dans le fond, être conscient de notre humanité, dans le fond, qu'on commet tous des gestes qui peuvent blesser. Puis, fait que c'est sûr que d'être en contact avec ça, ça amène. Parce que ça, je le ramène souvent. Parce que les gens, puis parce que je reviens au pardon à soi, parce que je réalise que, en tout cas, on dirait, pour les gens que j'accompagne, que c'est quand même plus difficile de se pardonner à soi que de pardonner aux autres. Vraiment. Puis la seule façon que des fois que je les amène, puis c'est bien banal, là, je suis sûre que vous faites tout ça, vous autres aussi, mais qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami? Puis les gens, spontanément, pour la même situation, sont toujours pleins de compassion, pleins de compréhension. C'est comme si, mais quand ça vient vers nous, mon Dieu, que c'est pas pareil. Fait que, Ben, effectivement. C'est la base de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est d'être son meilleur ami, d'être son hum, allié. Comment tu traiterais un ami, tu sais? ouais, ouais. C'est ça, c'est la base de l'autocompassion. Puis tu sais, quand tu parlais de ton exercice La lettre, tu sais, Hum, d'abord, il y a la conscience, la pleine conscience. Alors, il prend conscience de la situation, ce qui fait qu'il est capable d'écrire une lettre. Ensuite, il le fait en nommant les choses, ça désamorce aussi en écrivant, en nommant les choses. Et puis, il fait avec autocompassion. Fait que c'est un exercice qui est très, très puissant. oui, totalement. Puis en fait, c'est inspiré, tu sais, je sais que dans le parcours de leader éveillé, là, tu as le merveilleux Serge Bouchard qui vient faire des enseignements, des partages sur la communication, sur la CNV, sur la communication non violente. Puis c'est vraiment inspiré de ce qu'il partage, dans le fond, c'est de partir des faits, puis après ça, d'aller vers les émotions, vers les besoins. Puis c'est ça qui peut nous donner aussi, parce que ça, en fait, il Après faut ça, qu'on vers donne des l'action, hein? outils. Oui, il C'est faut qu'on pas. donne des outils aux gens. Oui, c'est ça. Parce que on parle de ça, ça a l'air bien évident, mais une fois qu'on voudrait ça, bien, comment je m'y prends? Parce que c'est pas évident. C'est le chemin pour s'y rendre. Je sais que c'est les outils que tu vas nous donner, entre autres, avec le défi là, du pardon que tu vas faire, mais
Des fois, on veut, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est quand même intimidant, puis ça demande beaucoup d'humilité aussi, ça demande du courage. Fait que je pense que souvent, les gens veulent, mais c'est parce qu'ils savent tellement pas trop comment s'y prendre qu'ils restent dedans. Puis ça prend Oui. des petits détails là, pour y Et arriver. l'autre chose que ça fait aussi, Marie-Josée, c'est que ça nous met dans notre vulnérabilité, hein? Et ça, c'est pas facile parce que c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait, c'est d'accepter que... Alors, autant que ça prend de l'humilité, autant que ça nous fragilise un peu juste avant que ça puisse nous renforcer, tu sais. Fait que Tellement. il y a cette peur-là là, Ouais. du pas qu'il faut prendre. Tout à fait. Ouais, bien d'accord avec toi. Qu'est-ce que Qu'est-ce que toi, tu conseillerais le plus? Quel serait avec toute l'expérience que tu as là, avec les gens en fin de vie, les proches aussi, est-ce que les proches ont une influence au niveau du pardon ou Bien, c'est sûr que les proches ont une influence. Parce que des fois, les proches sont au courant, dans le fond. Des fois, les proches, c'est mes alliés, parce que des fois, les gens que j'accompagne sont pas nécessairement à l'aise de me parler. Fait que des fois, ça va venir plus par le proche. Je vais avoir une petite confidence qui va me permettre d'aller vers la personne puis d'explorer avec elle s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait jaser ensemble qui me permettrait de l'alléger. Mais tu sais, tu me demandes, moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais en tout cas, ce que je retiens de ce que je vis à travers les accompagnements, puis tu en as parlé tantôt, c'est en fait, il ne faut pas attendre. Puis pour pas attendre, je pense qu'il faut ralentir, puis juste être conscient de ce qui est à l'intérieur de soi. Si on n'est pas conscient, on ne peut pas, dans le fond, faire du chemin sur pardonner à l'autre ou pardonner à soi. Fait que ça part de soi, de ralentir, de prendre conscience de ça, puis de ne pas tarder. Puis que si je ne sais pas comment m'y prendre, mettons là, que je suis très consciente que j'ai un pardon soit à me faire à moi ou à donner à quelqu'un d'autre ou à recevoir de quelqu'un. Des fois, j'ai aussi besoin d'avoir le pardon de quelqu'un d'autre, Mhm. ben, d'aller me chercher des ressources pour savoir comment m'y prendre, de pas laisser ça en dessous du tapis en se disant « Ah, je vais avoir bien du temps ». Parce que des fois, là, un pardon qu'on a à donner à quelqu'un, là, mettons que je meurs, mettons que je sais que j'ai fait quelque chose, je sais que quelqu'un souffre, puis j'ai un pardon à donner. Mais si je meurs, je vais laisser, dans le fond, un humain bien, bien souffrant. Fait que c'est d'avoir aussi cette conscience-là que autant des pardons à donner, à recevoir. Bref, fait que quand tu me dis qu'est-ce que j'aurais le goût de dire, ben c'est ça. C'est ralentissant, comment on dit ça? Ralentir, Ralentissons. c'est ça. Ralentissons, puis écoutons qu'est-ce qui hurle en nous. Tu sais, Rémi nous dit souvent ça, Rémi Tremblay, qu'est-ce qui hurle en moi? Puis ayons le courage, dans le fond, de poser un geste pour justement faire en sorte que on s'allège le Oui. sac à dos. Oui, puis moi je dirais que pour ceux qui, parce qu'on souvent on a vécu des enfances plus difficiles, des Mm. traumatismes, des fois ça hurle pas. Des Ouais. fois, c'est juste là, là. Mm. Et peut-être juste aller voir. Et puis, je pense que le défi, il y a 8 sessions de 15 minutes environ sur ce défi-là du pardon, avec un bref enseignement et des pratiques vraiment puissantes là, avec des méditations guidées, des visualisations. Et ça peut aider aussi. Hein. Il y a une phrase de Lily Tomlin qui est une phrase fétiche maintenant sur le pardon. C'est pardonner, c'est abandonner tout espoir d'un passé meilleur. Wow. Tu sais, pardonner, c'est abandonner tout espoir Mm. d'un passé meilleur. Personne ne peut changer le passé, mais on peut choisir comment vivre notre présent. Tellement. Je voudrais rien rajouter après que tu aies dit ça. On dirait que tu as tout dit. En tout cas, moi, je vais le faire le défi. Puis je te remercie vraiment d'oser aborder des thèmes comme ceux-là. C'est tellement important. Puis ça a un impact dans notre vie de tous les jours. On est dans tous nos milieux, pas juste à la maison, avec nos amis, dans nos milieux de travail. Fait que je veux juste honorer aussi tout ce que tu fais parce que c'est généreux aussi, tout le partage. Moi, en tout cas, je vais être là dans le défi. Je vais être là.
Et merci beaucoup, Marie-Josée. Je pense qu'on arrive à la fin. Oui, Alors, Leader éveillé vous offre une série pour être davantage en paix, de 8 sessions d'une durée de 15 minutes environ chacune, ce qui vous permet de les insérer facilement dans votre emploi du temps. Puis elle commence, prenez ça en note, samedi le 3 juin et vous pouvez les regarder, les visionner quand ça vous adonne, quand ça vous convient. Alors pendant ces 8 jours, vous aurez un aperçu de la façon dont la pleine conscience, l'autocompassion, le pardon peuvent nous mener à un bien-être paisible. Alors, chacune des rencontres, comme je disais, on va avoir un bref enseignement et des pratiques puissantes. Et c'est ceux-là que j'aimerais que vous découvriez parce que c'est vraiment, vraiment aidant. Alors, nous espérons que vous oserez explorer la profondeur et l'étendue de ce qui est possible lorsque vous pratiquez le pardon avec amour et bienveillance. Et ben, je vous avise que c'est pas un parcours facile, mais très libérateur. Je terminerai avec Charlotte Joko Beck, qui est une enseignante zen, qui l'a dit de cette façon: notre capacité à connaître la joie est directement liée à notre capacité à pardonner. wow, Alors, oui, alors je vous j'adore. encourage vivement à poursuivre cet engagement envers vous-même. Inscrivez-vous. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Ça commence le 3 juin. Et il y aura aussi le lien du défi autocompassion si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, merci Merci. Marie-Josée. On a Merci à dépassé 2 toi. minutes, c'est quand même pas si mal. Euh, Merci beaucoup, je t'embrasse. Moi Je aussi. vous embrasse. Et je vous souhaite une douce journée, une douce soirée à nos amis d'Europe et à tout bientôt, j'espère. Merci.